Bonjour. À cette époque, les barbaresques sillonnaient la Méditerranée et donnaient du fil à retordre à la régente Anne d'Autriche, qui gouvernait la France avec le cardinal de Mazarin durant la minorité de son fils Louis XIV. Il ravageait régulièrement les côtes de Provence et arraisonnait les bateaux. Ce jour-là, un brigantin mort, après son attaque fructueuse d'un navire, ramenait dans ses cales une vingtaine de captifs, dont une toute jeune femme, la dame Isabelle de Vieuxville. Mais, au large de la Corse, il fut intercepté par le vaisseau d'un officier de marine français. Avec une incroyable témérité, celui-ci arracha la dame Isabelle des griffes des pirates, après un combat acharné, et son cœur fut tout retourné par la beauté suave et la douceur de la malheureuse enfant. Le vieux chevalier de Vieuxville, fort gaillard et intrépide, en voulant défendre sa fraîche épouse des outrages de ses agresseurs lors de l'abordage du navire dans lequel il se trouvait, y avait laissé la vie. Et, sans l'irruption du fougueux marin, la charmante Isabelle, prisonnière des infidèles, aurait sans doute connu les pires humiliations et l'esclavage. Isabelle prit d'abord pour de la reconnaissance le sentiment qu'elle éprouva aussitôt pour son sauveur, puis elle réalisa que son cœur battait plus vite en sa présence. Mais, par fidélité à son défunt mari, elle refusa de l'écouter. Quant au bel officier, il est transporté d'amour pour elle et ne parvient pas à maîtriser ses sens. Il lui déclare sa flamme, mais néanmoins avec une grande délicatesse afin de ne pas l'offusquer. On peut imaginer ce qu'ils se sont dit alors. Madame, je me présente, chevalier Paul, lieutenant général au service du roi et de la France. Excusez mon audace, je vous ouvre mon âme et vous parle avec une franchise entière. Je vous aime et je vous demande seulement d'accepter mon amour. Après ce grand malheur, chevalier, mon cœur épouvanté se refuse à la joie. Je vous vois à regret, car je ne puis accepter d'être heureuse quand je songe à mon époux qui pour moi a sacrifié sa vie. J'admire la noblesse de vos sentiments, madame, mais croyez bien que le chevalier, votre époux, n'aurait pas sacrifié sa vie s'il avait pu penser qu'en souvenir de lui, vous renonceriez à profiter de votre jeunesse. J'en suis persuadé. Il a voulu que vous viviez et que vous soyez heureuse. Une idylle voit donc le jour entre la belle captive de 20 printemps et son chevalier libérateur de 33 ans, son aîné. Mais qui était donc ce chevalier Paul qui fit chavirer le cœur d'Isabelle? Grand marin valeureux et homme de cœur, le chevalier Paul est sans doute l'un des personnages les plus attachants de l'histoire de la marine et de celle de la ville de Marseille. Le prodigieux roman d'aventure et d'amour que fut sa vie admirable commença en décembre de l'année 1597, où les éléments déchaînés s'acharnaient avec une fureur diabolique sur une vaillante petite barque bravant la tempête entre le littoral marseillais et l'îlot du Château d'If. Celui-ci ne rentrera dans la légende marseillaise que 250 ans plus tard, avec Alexandre Dumas et son éblouissant Comte de Monte Cristo. Mais, depuis toujours, il faisait partie du paysage marseillais. De longue date, il était indiqué sur les cartes des navigateurs. Jules César l'évoquera dans ses notes
lors du siège mené contre Massalia en 49 avant Jésus-Christ. Mais il demeurera longtemps un minuscule territoire sauvage et désertique où paissaient quelques chèvres. C'est le roi François Ier qui le premier s'intéressa à lui et le fit entrer dans l'histoire. C'était en 1515, l'année de sa montée sur le trône et de la fameuse bataille de Marignan, qui en fit un nouveau César. En réalité, s'il remarqua cette protubérance rocheuse et sinistre au large de Marseille, c'est en raison d'un cadeau original que le roi du Portugal, Emmanuel le Magnifique, avait décidé d'offrir au pape Léon X. Le cadeau en question était un animal fabuleux qui semblait enfermé dans une armure indestructible. Un rhinocéros qui attira aussitôt sur l'îlot une foule de Marseillais curieux d'observer cette bête monstrueuse venue de notre monde, comme on disait alors. Parmi ces curieux, il y eut donc le roi lui-même, de retour de la bataille de Marignan. En même temps qu'il examina l'animal étrange, il observa les lieux où il était exposé, et il songea aussitôt à consolider les défenses naturelles de la ville par une construction militaire susceptible de repousser d'éventuels assaillants. Et c'est ainsi que naquit le château de l'île d'If, qui joua un rôle non négligeable dans la défense de Marseille en 1524, puis en 1536 contre les troupes de Charles Quint. Plus tard, et dans la même logique des grands travaux de François Ier, Henri IV consolidera ce maillage défensif par l'ajout de 2 profilés sur les 2 autres îles du Frioul. C'est donc là, entre la côte marseillaise et l'îlot d'If, sur un frêle esquif ballotté comme un fétu de paille par les faux impérieux, que va naître un soir de décembre 1597 d'une mère lavandière et d'un père réputé inconnu, le petit Paul Samuel, dont les premiers cris stridents furent couverts par le grondement du tonnerre et les fracas des lames sur la coque. Ah, les fées ne semblaient pas s'être penchées sur son berceau, et rien ne laissait présager sa fulgurante carrière. Il passa les premières années de sa vie auprès du père Julien de Malocène, qui l'éleva dans la foi chrétienne. Âgé d'à peine 13 ans, le petit Paul, l'imagination fébrile, comme celle de tous les enfants, commence à rêver de gloire et d'exploit. Oh, non point pour satisfaire des ambitions personnelles, mais par amour, pour pouvoir mériter, lui, l'enfant du château d'If, sans titre ni fortune, la main de la petite Suzanne, ravissante belle Odimée. Notre précoce petit bonhomme, enhardi par cette passion brutale, s'embarque donc comme mousse sur une tartane où il apprit tous les rudiments du métier de marin. Sans doute sa naissance peu ordinaire le prédisposait à celui-ci, et le garantissait en tout cas du redoutable mal de mer. Quelques années plus tard, devenu un beau jeune homme robuste et séduisant, il se fait engager sur une galère de Malte et fait montre à maintes reprises d'un grand courage dans le combat contre les barbaresques. Hélas, au cours d'une rixe dans le port de la Valette, le jeune homme impulsif tue un sergent de la garnison et il eût été pendu sans l'intervention de Paul Forcia de Pile, viguier de Marseille, dont on dira même qu'il pouvait être son père et qui lui aurait donné son prénom. En tout cas, libéré et ravi de s'en tirer à si bon compte, il se hâte de s'embarquer sur un brigantin armé pour la course aux Turcs et aux pirates barbaresques qui pullulent de plus en plus en Méditerranée. À 20 ans à peine,
nous le retrouvons maître après Dieu de ce même brigantin, après avoir remplacé le capitaine qui a été tué au cours d'un engagement contre 2 navires turcs. Le combat est rude et inégal, mais il parvient à couler l'un des adversaires et se saisit de l'autre. C'est alors un beau garçon, gracieux, raffiné et d'une belle prestance. Il s'exprime fort bien et parle d'une voix douce et chaude. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne laisse pas indifférent ceux qui l'approchent, et tout particulièrement les dames. Il s'illustrera dans tous les combats maritimes sous le règne du roi Louis XIII et de son emblématique ministre, le cardinal de Richelieu. Il voue une grande admiration pour le roi, et quand à sa mort le Parlement entra en lutte contre la Régence et voulut limiter l'autorité de la couronne, il se plaça résolument du côté de la reine Anne d'Autriche et de son fils, le futur roi Soleil. On chantait alors à Paris. Un vent de fronde s'est levé ce matin, je crois qu'il gronde contre le Mazarin. Le cardinal Mazarin avait été nommé surintendant au gouvernement et à la conduite du roi par la reine régente Anne d'Autriche. Et il était détesté par tous, particulièrement par le Parlement. L'histoire a retenu le discours enflammé prononcé en janvier 1651 au Palais Royal devant le roi âgé de 12 ans et sa mère par le premier président, Mathieu Molé, qui réclamait la libération des princes, chefs de la première fronde, emprisonnés par Mazarin. Les pierres qui les enferment sont capables de s'élever et de porter leurs plaintes si haut qu'elles seront entendues dans toutes les provinces et leurs vœux seront capables d'exciter la France pour travailler à leur soulagement. Anne d'Autriche, furieuse, répondit en 2 mots et congédia l'insolent. « Maman !» se serait écriée Louise, dès qu'ils furent entre eux, « si je n'eusse pas craint de vous fâcher, j'eusse par 3 fois fait taire et sortir le président. » On frondait donc à la cour, on frondait au Parlement, et on frondait dans le peuple comme dans la bourgeoisie. À Marseille, dès lors que l'on ne se considérait pas partie prenante dans ce conflit, on se contentait d'observer d'un air goguenard les Parisiens et de rapporter ce que l'on entendait. Les Marseillais virent dans la fronde une sorte de comédie, de mascarade. En fait, ce fut plutôt un drame shakespearien où se rencontrèrent des ballets extravagants, des idylles d'opéra comique, de la farce, du burlesque et de la tragédie, car on assista à de véritables folies meurtrières et folies de cœur. On vit la reine régente jouer la coquette pour séduire un évêque, Monseigneur Gondy. Une demi-folle, la princesse de Condé, soulever des provinces. Une jeune fille exaltée, la grande mademoiselle, prendre une ville et changer l'issue d'une bataille. À de rares exceptions près, même dans son camp, le cardinal Mazarin était considéré comme un opportuniste, avide d'abord de sa propre gloire. Le chevalier Paul, homme bon, sage et tolérant, souffre de cette situation. Lui-même n'apprécie guère le cardinal, même s'il se réjouit de voir celui-ci parvenir à mater les grands seigneurs qui auraient voulu un roi à leurs bottes. Le chevalier Paul restera toujours fidèle à la personne du roi qu'il servira avec dévouement. Louis XIII, puis Louis XIV, même s'il déplorait la déliquescence des mœurs et le manque de religion de l'entourage de la reine régente. Pourtant,
Fréquemment sollicité, le chevalier Paul ne se mêlera jamais de politique. Sa foi était profonde, et on peut imaginer qu'il priait pour que l'on revienne dans le royaume de France à des pratiques plus conformes, disons, aux enseignements de l'Église. S'il combattra toute sa vie les infidèles, il n'en respectera pas moins la personne humaine, et se montrera toujours bienveillant et généreux envers les vaincus, les prisonniers et les blessés. C'est sans doute la raison pour laquelle il s'est intéressé très tôt aux activités de l'ordre des Chevaliers de Malte. Fondé vers 1050, cet ordre religieux proposait la pratique des vertus suivantes: prudence, justice, force et tempérance. Les 8 pointes de la croix que les chevaliers arboraient symbolisent les 8 béatitudes. Installé à Malte depuis 1530, l'ordre des Hospitaliers, ou ordre de Malte, était à la fois un ordre militaire et religieux qui luttait pour la réalisation de 2 objectifs essentiels: le service des malades et la défense de la foi. Paul croisa les Hospitaliers à maintes reprises, et chaque fois fut fasciné par la vaillance de ces soldats émérites, ainsi que par la puissance de leur foi. Il prit finalement la décision de solliciter son entrée dans l'ordre. Toutefois, pour y entrer, il fallait prouver que l'on n'était pas musulman ni juif, alors que les protestants et les orthodoxes pouvaient être admis. Or, le nom de Samuel prêtait à confusion. Il le transforma donc en Samuel, mais préféra se faire appeler Paul. Il sera plus tard anobli par le roi sous le nom de Paul de Saumur. Curieusement, la page où devrait figurer la date de son baptême au château d'If a été arrachée. Certains épisodes de la vie du chevalier Paul restent toujours entourés de mystères. En dépit de ses combats et de ses victoires, qui allaient le rendre rapidement célèbre, notre jeune héros n'oubliait pas Marseille, ni celle pour laquelle il avait tout quitté et s'était lancé dans l'aventure. Quelques années plus tard, chargé d'honneur et son brigantin croulant sous l'or et pierreries de ses prises, le désormais célèbre capitaine Paolo doublera la tasse de son cher Lacidon pour retrouver sa tendre Suzanne, ignorant que, minée par la phtisie, la frêle Bélodimée n'aura pu attendre son bien-aimé que pour mourir dans ses bras, coiffé d'un diadème de roses et vêtu d'une longue robe blanche. Fou de douleur, le chevalier Paul n'évitera de sombrer dans la détresse que grâce à sa foi. Il passera des heures en prière, les yeux embués de larmes, au pied de l'autel de l'église des Accoules. Désormais, il ne restait plus à l'enfant du château d'If qu'à retrouver la mer et ses tempêtes, la fièvre des abordages et l'ivresse née de l'odeur de la poudre. À La Valette, la cité des Hospitaliers, sur l'île de Malte, il visitera l'hôpital où les chevaliers soignaient les malades et les blessés en ayant soin de retirer tout insigne par respect pour ceux qu'ils appelaient « nos seigneurs les malades ». L'hôpital recevait alors près de 500 malades et pouvait accueillir en cas d'urgence jusqu'à 900 lits. Chaque malade bénéficiait d'un lit individuel, ce qui n'était pas fréquent à l'époque, et sa nourriture était servie dans de la vaisselle en métal afin d'éviter les épidémies. Les blessés graves, les jeunes femmes et leurs bébés, ainsi que les malades contagieux, étaient soignés dans de petites salles séparées.
Plus de 500 substances médicinales étaient à la disposition des pharmaciens de l'ordre. À la sacrée infirmerie, grâce à un local spécialement aménagé, les blessés et les malades qui arrivaient par mer pouvaient être directement hospitalisés. Sa rencontre avec le grand maître de l'ordre fut décisive pour lui et marqua le point de départ de sa magnifique carrière au service de l'ordre de Malte, parallèlement à celle non moins prestigieuse au service du roi. Ses multiples exploits et sa bravoure le hissèrent très vite au rang des plus grands marins de la flotte française, comme Corentin de Trouville ou Auquincourt. Ainsi, pointant lui-même le canon, un seul boulet lui suffira pour démater et réduire de la sorte à l'impuissance, au large de Naples, l'énorme et fier vaisseau amiral de l'illustre Don Juan d'Autriche. Ces exploits lui vaudront, en 1649, le titre de comte et la nomination au grade de chef d'escadre. Il participera donc attentivement et activement à la destruction de la flotte espagnole dans la baie de Guattari, démontrant le rôle prépondérant joué par l'artillerie, servi par le sens de la manœuvre, dans l'art de la guerre sur mer. Le grand maître de l'ordre de Malte, Jean de Lascaris Castellar, le nommera en 1650 chevalier de justice, rappelant ainsi que ce héros appartient à l'ordre de Malte. En 1638, remarqué par le cardinal de Richelieu, il entre dans la Royale et, avec le grade de capitaine de vaisseau, prend le commandement du vaisseau le Neptune. Il rejoint l'escadre de Monseigneur de Sourdis, archevêque de Bordeaux et lieutenant général des armées navales, et prend une part active à plusieurs combats contre la flotte espagnole au cours de la guerre franco-espagnole, et s'illustrera particulièrement à bord de la Licorne lors de la bataille de Guetaria le 22 août. Il est désormais le marin le plus redouté de la flotte du roi en Méditerranée. Mais les dangers étaient multiples sur cette mer qui n'était pas, et ne sera jamais d'ailleurs, un long fleuve tranquille. Le plus sérieux venant sans doute des attaques sanglantes des pirates barbaresques. En 1648, à Marseille, les autorités de la ville se réunirent dans la grande salle de la maison commune de Marseille à la demande des commerçants et des armateurs de la ville. La situation devenait de plus en plus difficile pour eux. Leurs témoignages étaient édifiants. Maître Aymar Raymondin, dont le galion Saint-Jean-la-Fleur de Lys avait été arraisonné au large de Marseille par des galères venues de Bizerte, fit part de sa colère et de son indignation. Plus de 20 000 écus de marchandises envolées aux portes même de la ville. Dans l'assemblée, le premier consul, Honoré de Montaulieu, et Barthélemy de Libertat, viguier du roi, constataient avec amertume l'état de totale ruine où se trouvait réduit notre commerce du fait du harcèlement auquel se livraient les navires anglais, mais surtout des actions téméraires des pirates barbaresques. Marseille est impuissante, et ce n'est pas seulement sa prospérité, mais celle du royaume tout entier qui est atteinte. Pour François d'Atge, un seul homme pouvait nous sortir de ce pétrin. Un homme qui avait depuis longtemps fait ses preuves, le chevalier Paul. Or, il venait tout juste d'accoster à Marseille, auréolé de gloire. Il fut donc aussitôt invité à se rendre à cette assemblée. Il put suivre les témoignages émouvants des patrons de navires victimes de ces attaques. Et il écouta attentivement les doléances des commerçants marseillais.
il remercia François d'Agde et le premier consul de leur confiance et déclara solennellement à la fin de la réunion: Je suis d'abord au service du roi et de la France, mais je suis aussi, depuis toujours, au service de ma ville et des Marseillais. Je partage votre analyse de la situation. La sécurité des biens et des personnes n'est plus assurée en Méditerranée. De plus en plus nombreux et audacieux, les pirates barbaresques agressent et pillent vos navires. Le roi ne le supporte plus. Sa priorité est de les mater et de restaurer la tranquillité et la liberté du commerce et des transports en Méditerranée. Il en va de notre crédibilité en Europe. Son combat est le mien. Mon combat est le vôtre. Croyez bien que j'y consacrerai toute mon énergie. Et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Quelques jours après, il reprenait la mer, bien décidé à poursuivre la lutte conjointement contre les Anglais, les Espagnols et les barbaresques. Il démontrera de façon spectaculaire, en de nombreuses circonstances, son talent remarquable de stratège, son audace et sa ténacité. En 1650, sur le vaisseau La Reine, qui ne comptait pourtant que 52 canons, il fait montre d'une souplesse et d'une vélocité remarquables dans la manière de virer de bord et d'esquiver les boulets, n'en recevant que 150 dans le même temps où il en sert 1200. Ainsi, au terme d'un fantastique duel d'artillerie, parviendra-t-il à tailler en pièces une escadre espagnole formée de 5 vaisseaux de haut bord. Dans les années qui suivirent, son acharnement et son courage au combat lui vaudront les plus grands honneurs. Mais ils masquèrent parfois ses qualités humaines, sa générosité, sa simplicité et sa sensibilité extrême, comme le prouve cette anecdote rapportée par l'un de ses biographes, Claude François Achard. Un jour qu'il passait sur le port de Marseille avec un brillant et nombreux cortège d'officiers qui lui faisaient leur cour, il aperçut à quelque distance un matelot qu'il crut reconnaître et qui semblait proche de la misère. S'en étant approché, il lui dit: Mon ami, pourquoi me fuyez-vous? Pensez-vous que la fortune m'ait fait oublier mes premières connaissances? Puis, se tournant vers ceux qui le suivaient: Messieurs, leur dit-il, voilà un de mes anciens camarades. Nous avons été mousses sur le même vaisseau. La fortune m'a été favorable, elle lui a été contraire. Je ne n'en l'estime pas moins. Souffrez que j'ai avec lui une demi-heure d'entretien. Il le fait asseoir à ses côtés, lui parle des aventures de leur jeunesse, s'informa s'il avait des enfants, lui recommanda d'aller l'attendre à son hôtel, et, dès le même jour, il lui procura dans la marine un emploi qui le fit subsister honorablement avec sa famille. Dans son Histoire des hommes illustres de la Provence, Claude François Achard le décrit ainsi à cette époque. Le chevalier Paul était d'une taille assez haute. Il avait quelque chose de sombre dans la physionomie. Sa moustache et son toupet formaient une espèce de croix de Malte. Il était cependant plus poli que ne le sont communément les marins, et si doux qu'il ne se mettait jamais en colère. Il avait une très petite voix et parlait peu. Il traitait le soldat avec une extrême bonté. Jamais homme ne fut plus intrépide dans le danger, et jamais capitaine de vaisseau ne posséda mieux son métier. Il aimait la compagnie des femmes, celles qui ont à la fois du charme
et une belle âme. Mais le souvenir de son amour d'adolescent ne s'estompa jamais, d'où sans doute sa physionomie parfois sombre. Si sur terre, il était souvent entouré de fort gracieuses dames, que sa prestance et ses exploits militaires attiraient, comme le pollen des fleurs attire les abeilles, aucune d'entre elles ne parvint à supplanter dans son cœur l'adorable Suzanne. Un jour pourtant, Cupidon sembla prendre en pitié ce chevalier au cœur en lambeaux et à la triste figure. Chargé d'intervenir contre des barbaresques qui ravagent les côtes de Provence, il intercepta au large de la Corse un brigantin mort, et c'est l'épisode de sa vie que nous évoquions au commencement de notre rencontre, et le début d'une merveilleuse idylle entre Isabelle de Vieux-Ville et le chevalier Paul. Et moins d'un an après, Isabelle tombera enceinte de son héros. Le chevalier Paul était vraisemblablement l'homme le plus heureux de la terre. Il débordait d'amour pour Isabelle, et sa joie d'être papa le transfigurait au dire de ses amis. Mais hélas, son bonheur ne sera que de courte durée. Le sort qui semblait s'acharner contre lui fit mourir en couche le second et ultime amour du chevalier Paul. Son chagrin fut tel qu'il finit par plonger dans une sérieuse dépression que l'on nomme alors mélancolie, et que son contemporain Robert Burton, le Montaigne anglo-saxon, étudia longuement dans son Anatomie de la mélancolie, publié en 1627. Ouvrage qui n'est accessible en français que depuis peu. Il fut l'un des premiers à écrire que la mélancolie frappe à la charnière du physique et du moral. Pour éviter d'en subir ces dramatiques conséquences, il préconise de n'être ni solitaire, ni oisif, mais il reconnaît que certains individus très entourés et fort actifs sombrent aussi dans la mélancolie. Le cas le plus typique est celui de l'amoureux blessé. Le mal d'amour dont souffre notre infortuné chevalier est la plus redoutable des maladies de l'âme. Et dans les cas extrêmes, il est susceptible de réduire à l'état de légume le plus dynamique et le plus vigoureux des hommes. Les traitements d'Hippocrate à Freud, en passant par Robert Burton, qui leur consacre quelques centaines de pages dans son Anatomie, ne sont guère efficaces. Les Romains proposaient de soigner ce mal qui rend fou en usant tout simplement des corps disponibles, ceux des esclaves et prostituées des deux sexes, chargés de soulager les amoureux déçus. Le chevalier Paul, dans le triste état où il se trouvait, ne manqua pas de rencontrer des volontaires, grandes dames ou filles du peuple, pour essayer de cicatriser la plaie de son cœur. Mais rien n'y fit. Les dégâts semblaient irréversibles, dans le cœur, mais aussi dans l'âme de l'infortuné chevalier Paul. Un rouage essentiel du délicat mécanisme humain était cassé. Il resta prostré pendant de nombreux mois et enfermé chez lui. Un jour, un ami qui, après avoir forcé sa porte, tentait en vain de le raisonner en s'étonnant d'un amour toujours aussi ardent plus d'1 an après la disparition d'Isabelle, il rétorqua, agacé, en levant les bras vers le ciel. « Qui puis-je ? Je l'aime encore plus aujourd'hui, alors qu'elle a quitté ce monde, et aussi passionnément qu'on ne saurait faire, parce qu'il n'y a rien qui enflamme davantage que la mort d'un être adoré. »
Sur ces entrefaites, le chevalier de Bienville, chevalier de l'ordre de Malte, arrive à Marseille. Émerveillé par la splendeur et l'exubérance de la ville, il rend visite au plus glorieux de ses fils, le chevalier Paul, commandant de l'ordre de Malte. La rencontre est des plus amicales. Le chevalier Paul, bien que toujours miné par le chagrin, s'efforce pourtant de faire bonne figure à son jeune visiteur, très impressionné, semble-t-il, par cette légende vivante, magnifique exemple de courage et d'humilité pour la jeunesse. Bienville, qui avait fait ses preuves depuis 7 ans qu'il servait loyalement l'ordre, était chargé d'une mission de confiance. Il devait transporter à bord de la galère Saint-Jean un coffre contenant les respensions, tout en escortant un navire marchand jusqu'en Sicile pour se rendre à Malte, où l'attendait le chevalier de Téméricourt. On appelait respensions les sommes versées au trésor commun de l'ordre par les différentes commanderies. Très vite, la gentillesse et la simplicité du chevalier Paul, ainsi que la douceur de la température et le chant modulé des cigales, charmeront Bienville et vaincront son émotion et sa timidité. Le chevalier Paul lui donna paternellement de nombreux conseils et le serra longuement dans ses bras. C'est tout heureux et enthousiaste que Bienville, qui doutait de lui, repartit en mer et poursuivit son voyage. Après cette visite, le chevalier Paul, ragaillardi, semble-t-il, par l'enthousiasme qu'il avait insufflé à Bienville, prit conscience qu'il demeurait un magnifique exemple pour la nouvelle génération qu'il ne fallait surtout pas décevoir. Il décida donc de reprendre sa place à la tête de la flotte royale en Méditerranée. Il avait alors 55 ans. Le ministre de la Marine, Jérôme de Pontchartrain, qui le reçut, ne dissimula pas sa satisfaction. « Nous ne serons nullement fâchés de vous voir reprendre du service auprès de Sa Majesté. Vous nous manquiez, capitaine. » Le chevalier Paul s'inclina, les larmes aux yeux, et assura le ministre de son indéfectible fidélité au roi et à la France. En mars 1654, Louis XIV, qui avait alors 16 ans, le nomma lieutenant des armées du Levant. Ah, c'est pour le chevalier Paul un grand honneur, et en quelque sorte une consécration. La même année, il rencontre le jeune souverain, et lui qui n'était jamais monté à cheval, il se distingue par son adresse à manier sa monture lors de la cavalcade donnée pour les fêtes de la majorité de Louis XIV. À la fin de l'année, le nouveau lieutenant des armées du Levant se couvre de gloire contre les Espagnols. En 1655, il rencontre une nouvelle fois le roi, qui le félicite de sa bravoure et des succès remportés. Et il va encore faire parler de lui dans l'escadre aux ordres du duc de Vendôme. En 1658, il lui demande d'aller combattre à nouveau les Barbaresques avec 8 vaisseaux. Mais sa réputation est telle, et la terreur qu'il inspire est si grande, que ceux-ci, prudemment, se confinent dans leur port en attendant le départ d'un si redoutable adversaire. En fait, si l'ennemi refuse le combat, l'expédition n'aura pas été totalement inutile dès lors que Paul, avec la générosité qui est la sienne, en profitera pour racheter de ses propres deniers 186 esclaves qui croupissaient dans les geôles de Tripoli. Il préconise alors une offensive de grande envergure, mais il ne sera pas écouté car la France sort épuisée de la guerre de 30 ans. En 1660, toujours chaperonné par l'incontournable Mazarin, Louis XIV écrasait la révolte de Marseille qui s'était soulevée contre ses consuls. Celle-ci, qui avait failli ébranler sévèrement l'autorité du jeune souverain,
avait eu à sa tête un meneur, comme on dirait aujourd'hui. Il s'agissait de Jean-François de Niozelle, né à Marseille en 1620, et qui, avant Charles de Cazaux, fut l'un de ces Marseillais injustement méconnus de nos jours qui voulurent maintenir l'autonomie de leur cité contre l'autorité envahissante du pouvoir exécutif. À partir de 1657, il prit la tête d'un parti qui s'opposait à toute atteinte aux privilèges de la ville et devint très vite l'un des principaux chefs de la rébellion marseillaise. Il crut un temps faire reculer le roi de France, mais le pot de terre ne parviendra jamais à résister contre le pot de fer. Sa tête mise à prix, il s'embarqua discrètement pour l'Espagne, où son exil dura 40 ans. Il ne devait retrouver dans sa chère ville, il ne devait y retourner que pour y mourir. Peu rancuniers, les Marseillais réserveront pourtant un accueil fastueux à celui qui les avait si violemment ramenés à la raison. Louis XIV jubilé. Il venait d'épouser l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, avec l'espérance secrète de donner un jour à la maison de Bourbon tout l'héritage de la monarchie espagnole. Avec pompe, et suivi d'un nombreux cortège dans lequel on pouvait reconnaître sa mère, son frère, le cardinal de Mazarin, il entra dans la ville par la brèche que l'on avait faite en abattant les murailles pour punir en quelque sorte les Marseillais de leur révolte. Le roi reçut l'hommage des consuls, et Paul Forcia de Pile, viguier de Marseille et gouverneur du Château d'If, lui présenta les clés d'or de la ville sur un plat d'argent. Louis XIV détourna alors la tête avec une moue de mépris et lui dit « Gardez-les, Pile, vous les gardez fort bien, je vous les donne. » Parmi les personnalités qui lui furent présentées ce jour-là, se trouvait un certain Balthazar de Bonnecorse, écuyer et conseiller de la ville de Marseille, qui n'a pas encore 30 ans et sera en 1666 consul de France à Cède, le port de Damas, sur la côte syrio-palestinienne, puis au Caire, et commencera alors à se livrer au plaisir littéraire et à la poésie, et consacrant même l'essentiel de ses loisirs. Le roi fut ensuite reçu dans la maison de l'écuyer Thomas de Mirabeau, qui avait pris parti pour la couronne au temps de la Fronde et espérait bien en tirer quelques avantages. Pour remercier de son hospitalité Thomas de Mirabeau, Louis XIV lui promit un marquisat, qu'il oublia d'ailleurs de lui attribuer. C'est probablement depuis cette époque que les Mirabeau, dont le plus célèbre d'entre eux s'illustrera 130 ans plus tard sous la Révolution française, conçurent des doutes sur les promesses royales. Ce n'est en fait qu'en 1685 que la terre de Mirabeau fut érigée en marquisat. Le roi Soleil n'imaginait pas alors qu'elle donnerait naissance à celui que Goethe surnommera l'Hercule de la Révolution. Dans des conversations à bâton rompu avec ceux qui le recevaient avec tant de prévenance, le roi rendit hommage à la vieille cité au passé prestigieux, à ses grands navigateurs passés, comme Pythéas, qui atteindra avec ses 2 nefs la mythique Thulé, où il n'y avait pas de nuit et le soleil ne se couchait plus, mais aussi présent, comme le chevalier Paul, qui en ce moment même était en mer et assurait la sécurité du royaume en Méditerranée. En 1661, le chevalier Paul se bat avec le seul vaisseau, l'Hercule, de 28 canons et de 320 hommes d'équipage, contre 25 vaisseaux turcs, et il leur fait face avec vaillance pendant un jour entier. Écrasé par le nombre, il parvient néanmoins à leur échapper pendant la nuit. Un an plus tard, au mois de mars, après la mort du cardinal de Mazarin, Louis XIV se décide à gouverner par lui-même et sans Premier ministre. En apprenant la nouvelle,
le chevalier Paul, qui se trouvait alors au large de Marseille, est fou de joie. Aussitôt, il prend l'initiative de faire tourner le canon pour célébrer à sa manière l'événement. Dans la cité phocéenne, les Marseillais sont moins enthousiastes, mais ils acceptent néanmoins de faire confiance au jeune roi qui a désormais les mains libres et entend bien réformer le pays. La France rêve alors de jouer le premier rôle dans la distribution des biens et des richesses en Europe, en développant la navigation commerciale maritime en Méditerranée. Rôle que jouait autrefois la République de Venise, à présent sur le déclin. La Sérénissime n'entretenait plus guère de relations commerciales qu'avec Constantinople et l'Allemagne. Un homme, dont on sait qu'il était fils d'un simple drapier, Jean-Baptiste Colbert, fut désigné par le roi pour renouer le vieux lien entre l'Europe et le Levant qui s'était distendu, et sous son impulsion, progressivement, les navires de commerce firent leur apparition en plus grand nombre sur les anciennes routes. Les contacts politiques et commerciaux reprirent et la diplomatie française se développa intensément dans tout le Moyen-Orient. Le chevalier Paul lui vouait une grande admiration, sans doute pour la tâche qu'il accomplissait, mais aussi parce que, comme lui, il n'avait d'autre ambition que de servir le roi et son pays, et qu'il se tenait à l'écart des intrigues de cour. Un jour, ayant eu maille à partir avec un certain Anne de Coulon, le chevalier Paul fit appel à son arbitrage. Ce Coulon, gentilhomme issu d'une grande famille, était officier de marine, mais il n'avait jamais pris la mer. Il passait son temps à raconter ses exploits imaginaires à la cour, suscitant l'admiration des plus crédules. Il en profitait pour leur soutirer de l'argent, car fort dépensier, il était toujours à sec. Colbert, avec l'assentiment du roi, saisira cette opportunité pour renvoyer le pique-assiette dans sa province. Le chevalier Paul sut alors qu'il pouvait compter sur le roi, qui le tenait en haute estime, comme le roi pouvait compter sur lui. Il sut qu'en cas de problème, il pouvait aussi compter sur Colbert, qui sera l'un de vos plus grands ministres. Mais il n'en tira aucun avantage, et on ne le vit pratiquement jamais à la cour. Il faut dire qu'il était toujours à bord, et quand il se trouvait à terre, c'était à Marseille, au milieu de ses amis et de la population, qui témoignait toujours une grande affection à l'enfant du château d'If. S'il détestait se montrer et fuyait les mondanités, en revanche, il n'était pas, comme on l'a dit quelquefois, insensible aux arts et à la musique. Ce n'est qu'à partir de 1685 que l'opéra apparut à Marseille et que l'on commença à y représenter les grandes œuvres de Lully, grâce au privilège que le maître accorda au musicien Pierre Gautier, natif de La Ciotat et fondateur de l'une des premières salles de spectacle à Marseille, située rue Pavillon. Mais dans les salons, comme dans celui de Madeleine de Scudéry, l'une des plus spirituelles et des plus judicieuses filles qui soient en France, à en croire Chapelain, ou les Bastides des grandes familles, on faisait de la musique et du théâtre, et l'on dansait comme à la cour. Ce grand marin, écrit un chroniqueur, quand il ne se trouvait pas en mer, se plaisait à se rendre chez les grandes familles provençales pour écouter de la musique ou assister à des ballets. Comme on l'a vu précédemment, le premier grand souci du jeune Louis XIV, dès qu'il prit effectivement les rênes du pouvoir, sera donc de reconstituer une marine puissante qu'il enverra contre les pirates barbaresques, et il a alors un atout précieux entre les mains, le chevalier Paul, évidemment.
Dans quelques années, Louis XIV fera frapper une superbe médaille dont la légende affirmait que l'empire de la mer Méditerranée était assuré à la France par 40 galères. En 1665, le généralat des galères est dévolu au comte de Vivonne. Comte de Vivonne, frère de la marquise de Montespan. Certes un grand seigneur de la cour, mais aussi un guerrier courageux et l'élève du chevalier Paul. Celui-ci prend alors le commandement d'une superbe flotte de 56 navires qui appuie un débarquement en Algérie. C'est un succès immense. Toutefois, cette opération de prestige n'aura pas de suite. Pourtant, le roi était favorable à la conquête de ce pays que l'on disait riche et constituait la principale base des barbaresques qui continuaient à rançonner les navires européens. Le chevalier Paul, de son côté, se disait prêt à engager une nouvelle expédition. Mais il faudra attendre 1830 pour que commence, sous le règne de Charles X, la conquête de l'Algérie, annoncée avec grandiloquence par la presse favorable au régime. Cendres de Saint-Louis, réchauffez-vous! C'est un pied français qui bat la plage africaine. Ombre illustre, tressaille! Un peu déçu de ne pouvoir renouveler sa tentative de débarquement en Algérie, le chevalier Paul n'en continua pas moins à lutter, comme il le fit toute sa vie, contre les pirates morts. Malgré le poids des ans, il va encore se distinguer, notamment en prenant part à l'expédition du duc de Beaufort contre Djidjeli, et il écrase l'escadre algérienne à la bataille de Chefchaouen. Il livre un combat mémorable sous le fort de la Goulette, près de Tunis, et prend 3 vaisseaux à la flotte ennemie et en brûle 2. En fait, s'il combat toujours avec ardeur et succès, il faut bien dire que le cœur n'y est plus. Et dès qu'il retournait à terre, dès que le fracas des armes cessait, une immense morosité l'envahissait, et sa foi profonde, son dévouement pour les malades et les pauvres, la sympathie de ses amis n'y pouvaient rien. Bientôt, il perdit aussi sa vigueur, ses forces déclinèrent, sa santé se détériora rapidement. Cependant, on continuait à l'honorer. Il était sensible à toutes ces marques de reconnaissance et de respect. Au printemps 1666, il eut l'insigne honneur de recevoir la visite de Sa Majesté, le roi, de passage à Toulon, où le chevalier avait une belle maison entourée d'un beau jardin, divisé en 5 parterres réguliers, remplis de rosiers, de jasmins, de chèvrefeuilles. Pour la circonstance, Louis XIV était entouré des poètes Chapelle et Bachaumont, qui firent le récit de cette visite, et escorté du capitaine de ses gardes, le plus célèbre des Gascons, monsieur le chevalier d'Artagnan. Le chevalier Paul fut très touché par les propos chaleureux que tint le roi à son égard. L'ombre de quelques instants, son chagrin s'estompa. Louis XIV lui fit compliment pour ses fleurs, mais il apprécia surtout ses superbes arbres fruitiers, les superbes arbres fruitiers de sa propriété, en particulier les orangers. On a retenu à cette occasion le trait d'humour de D'Artagnan, dégustant une orange confite, qui s'écria « Mon Dieu, monsieur l'amiral, ces fruits sont d'autant plus exquis que, comme vous et moi, ils ont victorieusement affronté l'épreuve du feu. » Sa dernière campagne est celle au cours de laquelle il conduisit, durant l'été 1666,
Marie-Françoise Élisabeth de Savoie à Lisbonne, où elle devait épouser le roi Alphonse VI de Portugal. Il atteignit l'embouchure du Tage au mois d'août. Le monarque portugais le combla d'honneurs et de présents et lui rendit même visite à bord de son bâtiment. Prévenu de cette visite quelques heures auparavant, Paul lui fit servir, ainsi qu'à toute sa cour, une collation somptueuse. Il revint ensuite à Toulon, dont il commanda la flotte jusqu'à sa mort. En décembre 1667, grand maître de l'ordre de Malte depuis 1663, Nicolas Cotonner, un homme bon et affable, à l'éternel sourire bienveillant, fut interrompu lors d'une cérémonie par un coursier haletant qui lui tendit une lettre très importante. À la lecture de cette missive, le visage du grand maître blêmit et son sourire se figea. Le chevalier Paul est mort, dit-il d'une voix grave et détimbrée. C'est une grande perte pour notre ordre. Que Dieu l'accueille en son paradis. Il n'avait pas encore 70 ans. Il fut enterré au cimetière de Toulon, sous la porte de Saint-Lazare, et ses soldats, qui l'aimaient comme un père, lui écrivirent cette épitaphe. Passant qui va civilement, regarde cette sépulture et considère une aventure digne de ton étonnement. Celui qui naquit pour combattre et qui vivait dans le combat, eau, feu, fer, ne purent l'abattre, une fièvre là-bas. À Marseille, comme on peut s'en douter, la nouvelle de la disparition du grand homme fit l'effet d'une bombe. Les Marseillais avaient une profonde tendresse pour l'enfant du château d'If, qui s'était fait tout seul, aimait tant Marseille, et, à travers ses exploits, avait fait briller le nom de sa chère ville aux quatre coins de la Mare Nostrum. Devant sa propriété de la Cassina, où il s'était éteint, une foule silencieuse et émue se rassembla spontanément malgré le froid vif et la pluie incessante. À Versailles, Louis XIV lui-même ne cacha pas son émotion lorsqu'il apprit la mort de l'un de ses plus fidèles sujets, qui ne comptait pas moins de 28 années de campagne au service du roi, et il lui rendit un hommage appuyé devant la cour, ce qui n'était guère dans ses habitudes en pareil cas. On ignore ce qu'est devenu l'enfant que le chevalier Paul eut avec Isabelle. On sait toutefois qu'il recevra une rente de 2000 livres grâce à la bienveillance du roi qui voulait montrer ainsi sa reconnaissance envers le chevalier. Sur sa demande expresse, Paul sera enterré dans une fosse commune, côte à côte avec des matelots, mais son souvenir restera longtemps vivace dans la mémoire collective des Provençaux. Je vous remercie.